Bienvenue dans Regard croisé. Aujourd'hui, on va pas parler du petit coup de stress du lundi matin, ni de la fatigue classique d'une fin de trimestre. Non, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Exactement. On va plonger dans un effondrement beaucoup plus total. En fait, imaginez votre smartphone. La batterie se vide à une vitesse folle. Ouais, l'appareil surchauffe. Voilà, il surchauffe et finit par s'éteindre totalement, incapable de redémarrer. Et quand ça arrive, on se pose toujours la même question. Est-ce que c'est le système d'exploitation, l'environnement global qui est défaillant en arrière-plan? Ou est-ce que c'est l'utilisateur qui a ouvert 50 applications en même temps et qui refuse de les fermer? C'est ça. C'est exactement le cœur de notre discussion d'aujourd'hui. On va décortiquer l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. La question centrale, c'est de savoir si c'est intrinsèquement une pathologie organisationnelle, Créé par des environnements toxiques, oui. voilà, ou bien est-ce que c'est avant tout la manifestation de vulnérabilité et de schémas cognitifs purement individuels face à la pression. Et pour ma part, en observant vraiment les données, je soutiens que le burn-out est le symptôme direct, presque inévitable en fait, d'un échec systémique. Mhm, C'est le résultat mathématique d'un environnement qui broie les individus sous des exigences irréalistes. Je vois. Et moi, de mon côté, je l'aborde d'une manière différente, tout en reconnaissant bien sûr que le milieu professionnel joue un rôle déclencheur, ça c'est indéniable. Mais j'affirme que ce sont nos traits de personnalité, notre architecture psychologique intime, qui agissent comme les catalyseurs indispensables de ce syndrome. Indispensable, carrément. Absolument. Sans ces éléments cognitifs internes, la pression extérieure provoquerait, je sais pas, de la colère, de la fatigue, voire une démission, mais elle ne se transformerait jamais en cette combustion interne, cet effondrement clinique total qu'est le burn-out. Alors, entrons tout de suite dans le mécanisme. Si je me positionne de manière aussi tranchée sur la responsabilité de l'organisation, c'est parce que les études sociologiques et cliniques sur le sujet dépeignent tout un contexte de travail qui a fondamentalement changé. Ouais, le monde du travail évolue. Il évolue et pas toujours en bien. Le burn-out, c'est pas une faiblesse de caractère, quoi. C'est pas quelqu'un qui manque soudainement de motivation en se levant le matin. C'est généré par des causes organisationnelles parfaitement mesurables. mhm. On parle de surcharge de travail chronique, d'un manque de reconnaissance qui frôle le mépris institutionnel par moment, d'une absence criante de clarté dans les fiches de poste, et bien sûr, cette fameuse culture de l'urgence permanente. La pression de l'immédiateté, oui. Voilà. Et pourquoi est-ce que je parle d'équation mathématique? Parce que notre cerveau fonctionne comme un système comptable, en fait. Si votre environnement de travail exige 100% de vos ressources cognitives et émotionnelles tous les jours, Mhm. mais qu'il ne vous en redonne que 10 en termes de soutien managérial ou de reconnaissance, vous êtes en déficit. Et ce déficit, sur des mois ou des années, il finit par provoquer une faillite. Pas une faillite métaphorique, hein, une faillite biologique. Biologique, oui, le corps lâche. Le corps dit stop parce que le système extérieur lui demande l'impossible. C'est systémique. C'est un tableau très sombre et je vous accorde sans problème que ces environnements existent. Mais posez-vous cette question. Face à ce même environnement toxique, face à ce même manager abusif, pourquoi observe-t-on une telle variabilité dans les réactions humaines? Comment ça, une variabilité? Eh bien, prenez 3 personnes dans le même open space, avec exactement la même charge de travail. La première va s'adapter en faisant le strict minimum. C'est le fameux quiet quitting dont on entend tant parler. Ouais, la démission silencieuse. Voilà. La deuxième va simplement poser sa démission et aller voir ailleurs. Mais la troisième va s'effondrer cliniquement et faire un burn-out. Pourquoi cette troisième personne spécifiquement? Eh bien, peut-être qu'elle était plus exposée. Non, même poste, même exposition. C'est là que la dimension individuelle est absolument incontournable. Le burn-out a besoin d'un terreau psychologique bien spécifique pour s'enraciner. Je parle de traits profonds comme le perfectionnisme exacerbé, Ah, ce besoin viscéral de tout contrôler, tu voyais, ou cette incapacité tragique à dire non. D'ailleurs, si on regarde la genèse du syndrome, ça ne commence jamais par la fatigue. Ça commence par ce qu'on appelle en clinique un enthousiasme excessif, un surinvestissement. c'est vrai que la première phase est souvent très active. Exactement. C'est donc bien une dynamique interne à la base. C'est l'individu qui se consume de l'intérieur, poussé par ses propres standards intenables. Et ça, bien avant que le système ne l'écrase.
C'est vrai que cette idée de variabilité est intrigante. Mais laissez-moi vous offrir une perspective différente sur cette soi-disant réaction individuelle. Revenons aux fondamentaux de la littérature scientifique. Allez-y. Prenons Christina Maslach, la chercheuse pionnière sur le sujet. Elle caractérise le burn-out par 3 dimensions cliniques précises. L'épuisement émotionnel, la diminution de l'accomplissement personnel et, un troisième concept fascinant, la dépersonnalisation. Ce qu'on appelle aussi le cynisme. Oui, la prise de distance. Et c'est sur ce point précis que je veux vraiment m'arrêter. La dépersonnalisation, concrètement, c'est l'infirmière qui ne voit plus un patient en détresse, mais qui voit le fémur fracturé de la chambre 4. C'est le chargé de clientèle qui commence à traiter ses abonnés comme des numéros agaçants. Ce n'est pas un trait de personnalité caché qui se révèle d'un coup, c'est un bouclier cognitif. Un bouclier. Oui, c'est une armure que l'employé est littéralement forcé de forger pour survivre à la pression du système. Parce que s'il continue à investir son empathie dans un environnement qui ne lui donne pas les moyens de faire son travail correctement, il meurt à petit feu. Attends. Donc, cette réaction, ce n'est pas un défaut de régulation interne ou du perfectionnisme mal placé. C'est un mécanisme de survie d'urgence face à une machine organisationnelle hostile. Je comprends l'image, mais attendez. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée d'armure protectrice. Ça occulte complètement la véritable nature clinique du mal. En quoi ça l'occulte ? Parce que si c'était juste un bouclier fonctionnel, une façon de se protéger du système en mettant de la distance, alors l'individu serait fonctionnel justement, il serait protégé. Or, la ligne de démarcation absolue entre un stress intense et un burn-out, ce sont les symptômes somatiques destructeurs. Le corps qui lâche. Voilà. C'est le corps qui tire la sonnette d'alarme, et de manière extrêmement violente. On parle de la migraine du vendredi soir qui vous cloue au lit, de l'insomnie chronique, des troubles gastro-intestinaux, d'une fatigue si profonde qu'un mois de vacances n'y changerait absolument rien. C'est vrai que les symptômes physiques sont lourds. Très lourd, hein? Et pourquoi le corps réagit-il avec cette violence? C'est pas juste parce que l'entreprise est défaillante. Il réagit ainsi parce que l'individu maintient une dissonance cognitive massive. Le cerveau refuse de lâcher prise, en fait. Il y a un conflit permanent entre l'injonction interne de la personne, du genre « je dois être parfait, je dois sauver ce projet », et la réalité de ses limites physiques. Le système nerveux reste coincé en mode combat ou fuite. Donc ce fameux bouclier dont vous parlez, il ne protège pas, il étouffe. Mais l'injonction, elle vient bien de l'entreprise à la base. L'injonction de l'entreprise est là, oui, mais le corps s'attaque lui-même parce que la personne est incapable de redéfinir son propre rapport au travail, d'accepter l'imperfection en fait. Oui, enfin, vous parlez du rapport au travail comme s'il se construisait dans un vide hermétique, indépendamment de ce que l'entreprise exige au quotidien. Pas un vide, non. Mais Regardons de plus près comment ce processus somatique s'installe. À travers les phases de l'effondrement, les chercheurs en identifient 5, on est d'accord ? l'enthousiasme excessif, le surinvestissement, la fatigue, la désillusion et enfin la rupture totale. Tout à fait. Je veux qu'on zoome sur la 4e phase, la désillusion. Pour moi, en tant qu'analyste de ces environnements, c'est la preuve irréfutable que le contrat social a été rompu par l'employeur. Ancrons ça dans la réalité. Prenons le cas de Marc, un chef de projet brillant. D'accord, prenons Marc. Marc fait tout ce qu'on attend de lui. Mais depuis 6 mois, son entreprise ne cesse d'ajouter des responsabilités à son périmètre sans augmenter ses ressources. Le fameux scope creep. Marc devient soudainement distant, cynique, épuisé. Pourquoi cette désillusion ? Pas parce qu'il a perdu sa capacité d'autorégulation, mais parce qu'il fait un bilan très lucide de la situation. Vous pensez vraiment que c'est purement analytique ? Bien sûr, il a tout donné et en retour, il n'obtient aucune clarté sur son rôle, aucun soutien, et son management continue de lui demander des miracles. La désillusion de Marc, c'est la réponse la plus saine et la plus logique possible face à un système toxique. L'entreprise a poussé le moteur dans le rouge sans jamais remettre d'huile et maintenant, elle s'étonne que ça casse. C'est un très bel exemple. Vraiment, mais je conteste totalement la lecture que vous en faites. Ah bon ? Oui, parce que vous passez sous silence la phase qui précède obligatoirement cette désillusion, le surinvestissement de Marc. Mais le surinvestissement fait partie du package des bons employés. Reprenons votre chef de projet. S'il se retrouve à gérer le travail de 3 personnes, la vraie question c'est de savoir comment il en est arrivé là sans jamais mettre de stop. Parce qu'on lui a imposé. On le lui a imposé,
Mais son problème n'est pas qu'il a froidement évalué un contrat social rompu. Son problème profond, c'est qu'il a très probablement fondé toute son identité, toute sa valeur personnelle sur l'hyper-performance. Il travaille jusqu'à 2 heures du matin pour peaufiner des diapositives. Ce qui prouve son professionnalisme. Non, ce qui prouve que son perfectionnisme le terrorise à l'idée de rendre un travail simplement correct. Il s'impose une charge mentale et des standards que même son propre manager toxique n'aurait peut-être pas osé formuler explicitement en fait. Je suis pas sûr de ça. Si, regardez les cas cliniques, la désillusion de Marc, ce n'est pas la faute exclusive de l'entreprise. C'est la chute brutale de son propre piédestal. Quand la réalité matérielle ne correspond plus à son idéal perfectionniste, c'est là qu'il craque. L'individu devient le propre architecte de sa prison dorée. Franchement, je ne suis pas du tout convaincu par ce raisonnement. Ça dédouane la structure de manière presque indécente. Et c'est ce qui nous amène à une question cruciale d'ailleurs. Si on suit votre logique, comment on prévient tout ça ? En travaillant sur l'individu, Mais justement, si la faute repose sur les épaules de Marc, sur son perfectionnisme, alors les solutions doivent être centrées sur lui. Or, sur le terrain, les outils individuels de prévention s'apparentent très souvent à de simples pansements sur une hémorragie. des pansements. Oui, on entend partout des conseils de ressources humaines du type faites de la respiration consciente, prenez des micro-pauses, faites du yoga le matin, quoi. C'est formidable en théorie. C'est très réducteur comme vision. Mais c'est la réalité des formations en entreprise. Allez dire à un infirmier urgentiste en sous-effectif ou à notre ami Marc qui doit livrer 3 projets pour hier de respirer en pleine conscience. C'est presque insultant, franchement. Insultant, n'exagérons pas. Comment voulez-vous qu'un individu gère ça seul face à un monstre institutionnel ? Les seules véritables cures sont structurelles. Il faut instaurer une vraie culture du feedback, équilibrer mathématiquement les charges de travail et garantir le droit à la déconnexion par des politiques fermes. Sans ça, vous demandez à Marc de construire une cabane en bois pour se protéger d'un ouragan de catégorie 5. L'image de l'ouragan est poétique, je vous l'accorde volontiers. Par contre, vous balayez les solutions individuelles avec un peu trop de facilité, en les réduisant à du yoga ou de la respiration superficielle. C'est souvent ce qu'on nous vend. Peut-être mal vendu, oui, mais avez-vous vraiment considéré la puissance neurologique de la restructuration cognitive ? C'est-à-dire ? Je parle des thérapies cognitivo-comportementales, les fameuses TCC. L'objectif de la prévention individuelle, ce n'est pas de respirer béatement face à l'injustice d'une mauvaise entreprise, pas du tout. L'objectif, c'est de modifier le câblage neurologique de notre réaction au stress. Modifier le câblage, carrément. Exactement. Je vous donne un exemple clinique. Remplacer la pensée automatique du style « je dois livrer ce projet parfaitement sinon je suis un échec total » par « j'ai fait de mon mieux avec les ressources actuelles et c'est suffisant ». Justement, ça n'a l'air de rien, ça ressemble à de la pensée positive bon marché, mais ça ne l'est pas. Au niveau du cerveau, cette restructuration désactive l'amygdale, qui est le centre de la peur. D'accord. Ça fait chuter dramatiquement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et soudainement, le corps de Marc n'est plus en état d'alerte maximale. Et parlons de l'exercice de cartographie du stress d'ailleurs. C'est une technique qui consiste à identifier froidement ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. Bon, ça c'est du pragmatisme, je suis d'accord. Voilà, Marc ne contrôle pas les effectifs de son entreprise, ça c'est un fait. En revanche, il contrôle l'heure à laquelle il ferme son ordinateur le soir. Cette approche redonne une agentivité totale à la personne. Mais si l'entreprise exige qu'il le laisse ouvert. Justement, c'est là qu'il doit poser sa limite. Si Marc attend que la direction s'éveille soudainement et vienne équilibrer sa charge de travail par magie, mais il va finir à l'hôpital. Sans cette refonte intime de la relation au travail, même si vous mettez Marc dans l'organisation la plus saine du monde, il finira par s'épuiser. Parce qu'il créera lui-même de la pression là où il n'y en a pas. Il créera de la pression là où il n'y en a pas. C'est une affirmation forte. Écoutez, je vous accorde sans problème que la cartographie du stress est un exercice d'une grande lucidité. Apprendre à séparer ce qu'on subit de ce qu'on contrôle. Réussir à se détacher de cette injonction mortifère de la perfection, c'est vital. Absolument. Ça sauve des carrières, je suis d'accord. Seulement, ma réticence profonde face à cette sacralisation des TCC dans le cadre de l'entreprise, c'est la réalité brute du monde du travail. C'est-à-dire ? Imaginez, si Marc se dit « j'ai fait de mon mieux, c'est suffisant » et qu'il ferme son ordinateur à 18h. Très bien, mais que 6 mois plus tard, lors de son évaluation annuelle, on le sanctionne, on lui refuse une promotion ou on le marginalise précisément parce qu'il n'a pas répondu aux emails le week-end, que se passe-t-il ?
C'est un risque, oui. Son outil cognitif, tout brillant et neurologiquement efficace qu'il soit, vient se fracasser sur la violence de la réalité organisationnelle. La responsabilité ne peut pas reposer uniquement sur la résilience mentale de l'employé, quand les règles du jeu sont truquées dès le départ. Je comprends tout à fait cette crainte du transfert de responsabilité. Et pour être tout à fait clair avec vous, mon but n'est absolument pas d'exonérer les organisations toxiques. Un management par la terreur ou par l'urgence constante, c'est une faute professionnelle grave de la part d'une direction. On est bien d'accord. Heureusement. Mais comprenez bien que l'approche individuelle agit comme un système immunitaire. La réalité de n'importe quelle vie professionnelle, même dans une très bonne entreprise, c'est qu'il y aura toujours des frictions, des urgences imprévues, des collègues difficiles, des clients mécontents. Ça, c'est la vie de bureau classique. Exactement. Et si la seule barrière de défense d'un professionnel contre le burn-out, c'est l'espoir naïf que l'organisation soit parfaite, juste et garantisse un équilibre absolu, alors cet individu est d'une vulnérabilité terrifiante. Le besoin viscéral de contrôle, le perfectionnisme, la peur des décevoir, ce sont des portes dérobées. L'entreprise toxique n'a même pas besoin de forcer la serrure. C'est le collaborateur lui-même qui lui remet les clés par son surinvestissement initial. Voilà pourquoi travailler sur ces schémas cognitifs profonds n'est pas un palliatif de seconde zone. C'est véritablement la fondation de toute résilience. C'est un échange vraiment fascinant, car en écoutant le détail de vos arguments cliniques, je réalise à quel point ces deux dynamiques sont en fait intimement intriquées. Elles le sont, oui. Pour résumer ma position à l'issue de notre discussion, je reste fondamentalement convaincu que le fardeau systémique est le déclencheur principal. On ne peut pas minimiser le poids d'une organisation dysfonctionnelle. Les charges de travail impossibles et l'injonction à faire toujours plus avec moins, ça génère inévitablement cet épuisement émotionnel et cette dépersonnalisation dont parle Maslach, qui restent, pour moi, des mécanismes de survie face à une agression extérieure. Et de mon côté, tout en reconnaissant le poids du système que vous décrivez, je suis convaincue que l'architecture psychologique individuelle reste la clé de voûte de cette pathologie. Sans l'interaction d'une faille interne, que ce soit le perfectionnisme, la difficulté à poser des limites ou ce besoin de tout contrôler, le stress environnemental provoque de la colère, oui, ou de la démotivation. Mais il ne déclenche pas ce dérèglement total du système nerveux avec les symptômes somatiques ravageurs qu'on connaît au burn-out. Là où nous convergeons totalement, je crois, et c'est le point central à retenir pour quiconque s'intéresse à la santé au travail, c'est sur la gravité clinique du phénomène. En nous basant sur les données, nous sommes d'accord pour balayer les idées reçues. Absolument, il faut en finir avec ces mythes. Le burn-out n'est pas un simple état d'âme. Ce n'est pas de la paresse. C'est un processus destructeur, rigoureusement structuré en 5 phases, de l'enthousiasme excessif jusqu'à la chute finale. Et ça requiert un diagnostic extrêmement nuancé. Très loin du simple test de magazine du genre « Êtes-vous stressé de 1 à 10 ?» Voilà, c'est ça. Il faut aller chercher les causes profondes, à la fois dans les process de l'entreprise et dans le fonctionnement intime du cerveau. Pour comprendre ce syndrome, il faut auditer la culture de l'entreprise avec la même rigueur qu'on audite les schémas de pensée de l'individu. Tout à fait. Et d'ailleurs, le matériel source que nous analysons aujourd'hui propose une méthodologie très pragmatique pour amorcer cette réflexion. Il suggère un plan d'action personnel exigeant. Identifier concrètement dans son quotidien une chose à arrêter, une chose à continuer et une chose à commencer. C'est une invitation vraiment puissante. Ça rappelle que la réflexion sur notre propre équilibre n'est jamais figée. C'est une exploration continue. Mais attention, je le redis, même avec le meilleur plan d'action du monde, décider d'arrêter de travailler le week-end ne transformera pas un manager toxique en leader bienveillant. C'est vrai, c'est évident. Mais sans ce plan d'action, sans décider d'arrêter de vous imposer une pression irréaliste, même le manager le plus bienveillant du monde ne pourra pas vous empêcher de vous consumer vous-même. C'est une vigilance de chaque instant sur ce qu'on accepte de l'extérieur et sur ce qu'on s'inflige à l'intérieur. Et cela nous ramène à notre métaphore du smartphone du début. Pour éviter l'écran noir, il serait complètement suicidaire de ne regarder que la qualité des applications ou uniquement la solidité de la batterie. C'est bien la friction entre les deux qui crée la surchauffe. Exactement. La question que nous vous laissons aujourd'hui est donc la suivante. Dans votre quotidien professionnel, êtes-vous en train de vider votre propre batterie en refusant de fermer vos applications mentales, ou est-ce que c'est le système d'exploitation de votre entreprise qui est fondamentalement corrompu ? C'est tout pour